Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes heureux et honorés d'accueillir aujourd'hui dans cette émission pour la première fois Khandro Rinpoché. Khandro Rinpoché est l'une des rares femmes tibétaines qui est reconnue actuellement par ses pairs comme étant l'un des grands maîtres du Vajrayana, le bouddhisme tibétain. Responsable d'un monastère en Inde, sa compassion et son dévouement, notamment pour tous ceux qui souffrent, sont légendaires dans son pays d'adoption et en Europe. Alors aujourd'hui, nous parlerons plus particulièrement de sa lignée, une très vieille lignée puisque celle-ci remonte aux origines même du bouddhisme au Tibet. Et la semaine prochaine, nous poursuivrons cette rencontre en évoquant l'enseignement de Yeshe Tsogyal, un enseignement qui l'inspire depuis toujours dans chaque action du quotidien. Khandro Rinpoché, bonjour. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous enseignez régulièrement en France et en Europe. Et je crois que vous êtes de passage à Paris le 1er novembre prochain pour justement faire un enseignement sur Yeshe Tsogyal, dont nous allons parler dans quelques instants. Alors, pour vous présenter un peu, je vais dire les grands traits de ce que vous faites et de ce que vous êtes. Alors, vous êtes d'abord la fille aînée du chef spirituel des Nyingmapa, qui est une tradition très importante au Tibet. Et votre père, donc, est ce chef spirituel exceptionnel, qui est également un grand maître. Pardon. Je vais vous laisser expliquer un peu qui est cet homme extraordinaire. Sa Sainteté Mindrolin Trichen est effectivement le chef suprême de la lignée Nyingma. Et comme vous le savez, la lignée Nyingma est l'une des 4 branches majeures du bouddhisme tibétain, qui compte par ailleurs la lignée Sakya, la lignée Gelug, la lignée Kagyu. Et la lignée Nyingma a été fondée par Padmasambhava et elle est l'une des plus anciennes, effectivement. Maintenant, Sa Sainteté est le chef de la lignée Nyingma, le chef spirituel de la lignée Nyingma. Il est également le 11e détenteur du trône de la lignée Mindrolin, qui est elle-même une lignée très ancienne, qui a été formellement établie au XVIIe siècle. Alors, vous êtes l'héritière aussi de cette lignée, Mindrolin, ce qui donne beaucoup de responsabilités. À 2 ans, le Karmapa vous a reconnu comme étant la réincarnation d'une très grande Dakini. Je vous laisse expliquer en quelques mots. Les différentes lignées du bouddhisme tibétain, bien qu'étant différentes à divers aspects, sont également très proches. Et on ne peut pas parler de lignées différentes. À ce titre, on peut parler d'une même et unique sangha qui regroupe tous les bouddhistes tibétains. En ce qui concerne la lignée Mindrolin, vous savez que c'est une lignée qui est héréditaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de système de reconnaissance de Tulku comme dans d'autres lignées. Toutes les personnes qui sont nées dans cette famille appartiennent à cette lignée. Et dans d'autres lignées, comme celle de la lignée Kagyu, il y a effectivement un système de reconnaissance des Tulku, des émanations, des différents maîtres. J'ai été moi-même reconnue à l'âge de 10 mois, non pas de 2 ans, j'avais 10 mois, quand mon père, Sa Sainteté Mindrolin Trichen, et le 16e Karmapa étant très amis, l'un vivait à Kalimpong, l'autre au Sikkim, et ils se rendaient visite assez souvent. Et lorsque j'avais 10 mois, mon père m'a emmenée pour recevoir la bénédiction du 16e Karmapa. Et c'est alors que Sa Sainteté, le 16e Karmapa, m'a reconnu en moi l'émanation de l'ancienne Khandro. Khandro Rinpoché, vous appartenez donc à 2 lignées, les Nyingmapa et les Kagyupa. Qu'est-ce que ça implique au niveau responsabilité, engagement ? Personnellement, je ne vois pas de différence au niveau de la pratique entre ces différentes lignées. S'il y a des personnes qui considèrent que ces différentes lignées sont différentes, eh bien c'est peut-être simplement d'un point de vue mondain. Mais au niveau de l'essence, au niveau des enseignements qui sont transmis, il n'y a aucune différence. Toutes les lignées transmettent les enseignements du Bouddha Shakyamuni et de Padmasambhava. Et personnellement, j'ai été très fortunée également parce que j'ai toujours été entourée de personnes qui ne voyaient pas non plus de différence entre les lignées. Et là où je vais, dans les centres où j'enseigne, eh bien, il y a là aussi des personnes qui sont animées par cet esprit non sectaire, cet esprit rimé. Donc les choses sont vraiment faciles pour moi. Et alors, je précise quand même, pour ceux qui ne connaissent pas, Padmasambhava, c'est celui qu'on appelle aussi Guru Rinpoché, qui est considéré comme le second Bouddha historique au Tibet.
Oh yes. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, Rinpoche, il faut aussi expliquer que non seulement vous connaissez très bien votre tradition, mais aussi la tradition occidentale, puisque vous avez suivi un cursus d'études tout à fait habituel. Oh yes, I think I grew up during a time when it J'ai became grandi necessary to dans une époque où il understand the devenait language nécessaire de of comprendre English. la So it was langue, with that l'anglais. intent first Et that a lot c'est of our generation children were dans sent cette to school. intention que la And plupart des I was maîtres fortunate to de study at notre the Catholic génération avaient convent été for envoyés 11 donc years, aux écoles and as well as spent half of the occidentales. time in a J'ai monastery. passé So une it partie began de mon éducation simultaneously, and I dans un couvent de profited a great nonnes. deal from both the Et j'ai experiences. donc ainsi pu vraiment profiter pleinement de ces deux approches différentes. Alors Rinpoche, en Inde, vous dirigez un monastère de nonnes, ce qui est une mission très complexe et très compliquée. Expliquez-nous pourquoi c'est si compliqué et difficile. I wouldn't say it's difficult. I Je ne would dirais say pas que it's c'est difficile. interesting. Je dirais que c'est intéressant, on va dire que c'est complexe comme responsabilité. Je crois que cela nécessite beaucoup d'engagement. C'est très intéressant comme travail à faire et ça porte ses fruits. Rinpoche, on dit souvent que la condition des religieuses est bien plus difficile que la condition des moines. Qu'en est-il exactement? That's very true. C'est exact. L'éducation a été absente pendant presque 200-300 ans. Et tout le long de l'évolution, depuis le début de la propagation du Dharma au Tibet, il y a à peu près une époque de 50 années pendant laquelle il y avait vraiment une égalité entre hommes et femmes qui pratiquaient. Mais après, avec l'avènement d'un roi, il y a eu un changement et le système monastique a été fondamentalement transformé. Et après, il y a eu une espèce de résurgence des difficultés. Toute la renaissance de l'éducation des femmes, ça a été négligé et cela a entraîné des effets négatifs sur les générations suivantes, et spécialement au compte du 18e, 19e, 20e siècle. Et bien sûr, avec l'invasion des Chinois, eh bien, cela a véritablement marqué un coup fatal à l'éducation des femmes. Et les femmes sont devenues complètement dépendantes de circonstances extérieures à elles et elles ne pouvaient plus du tout se consacrer à l'éducation, elles ne pouvaient plus du tout accéder aux enseignements bouddhistes. Maintenant, les choses commencent à changer, là, dans les dernières décennies, peut-être il y a 15 ans que les choses ont commencé à bouger et qu'on peut-être en envisage un avenir meilleur. Et c'est pour ça que nous souhaitons vraiment mettre l'accent sur l'éducation. Et si cette éducation est désormais possible pour les nonnes tibétaines, c'est notamment grâce à vous. Que faites-vous de particulier pour ça? Vous agissez beaucoup. Non, je ne pense pas. Il fallait que l'heure soit arrivée. Il faut que les circonstances soient mûres pour que ce processus reprenne véritablement. Et je crois que nous avons eu la chance d'avoir des maîtres dont la compassion, la bienveillance étaient immenses et qui ont permis aux femmes de devenir des disciples, qui ont permis aux femmes de devenir des étudiantes et qui ont pu donner des enseignements aux femmes et pouvoir répondre aux aspirations de toutes ces femmes qui voulaient véritablement accéder aux enseignements. Il faut préciser que votre lignée, donc, qui est la plus ancienne, la Nyingmapa, commence avec Guru Rinpoche au Tibet. Vers quelle époque? On parle du 8e siècle. Alors, à ce moment-là, que se passe-t-il? Guru Rinpoche vient d'Inde, au Tibet, pour transmettre le bouddhisme. Il y avait au départ une religion au Tibet, mais pour que la transmission se fasse de la façon la plus complète possible, le roi qui était au Tibet à ce moment-là a invité un grand maître qui était Padmasambhava, qui vivait en Inde, et l'a invité à venir au Tibet pour parfaire la transmission du bouddhisme au Tibet. Rinpoche, donc, est-ce que vous pouvez nous préciser plus particulièrement qui est Guru Rinpoche? Ce fut un très grand maître, un grand enseignant. On disait de lui qu'il avait des pouvoirs extraordinaires.
Je crois que tous les adjectifs que l'on peut utiliser peuvent engendrer une confusion dans l'esprit des gens qui écoutent, parce qu'on associe souvent l'image de Padmasambhava avec des pouvoirs supernaturels et magiques. Moi, je dirais plutôt que c'est un maître qui avait une compassion immense, une sagesse extraordinaire, qui non seulement avait une vue, une vision, mais qui pratiquait cette vue. Il y a une différence entre quelqu'un qui a une vaste vue et quelqu'un qui n'a pas seulement une vaste vue, mais qui a également la possibilité de mettre en action cela. Donc, il a enseigné le Dharma, mais qu'il a également enseigné le Dharma en fonction de l'exigence des époques. Et il n'a pas cerné les enseignements juste parce qu'il voulait que les enseignements puissent être simplement servir à une époque donnée. Il a également fait en sorte que les enseignements puissent être enseignés de façon flexible, une façon souple, afin que cela puisse convenir également à toutes les personnes de toutes les époques futures. Alors donc, pour cela, il a caché à un moment de sa vie des textes qui sont les termas, et ces textes sont découverts au fur et à mesure des époques pour servir justement aux pratiquants et aux êtres humains en général. Oui, certains de ces enseignements, je ne pense pas qu'on pourrait dire cachés ou dissimulés, on va dire, disons plutôt retenus d'une façon, sous une forme spécifique ou dans des lieux spécifiques, simplement parce qu'un maître d'habitude peut, on va dire, s'il vit pendant 100 ans, même pendant la durée de sa vie, ne peut pas vraiment suivre les gens de façon progressive, c'est-à-dire suivre l'évolution des gens. Et donc, il faut toujours garder à l'esprit le développement spirituel progressif des gens. Et ce qu'il est possible de transmettre pendant la durée de vie d'un maître peut ne pas être possible de comprendre, peut ne pas être appréhendé de façon aisée par tous les êtres. Et donc, il est important pour un maître de comprendre que l'enseignement doit se faire de façon progressive. Est-ce qu'on peut dire que les tertums dépendent beaucoup du système de renaissance qui existe dans le bouddhisme? À certaines périodes, mais pas toujours. Cela peut être une renaissance, cela peut être aussi en fonction aussi de la compréhension du maître. En conclusion de cette émission, qu'auriez-vous envie de dire, que ce soit par rapport à la condition des nonnes au Tibet, de la femme en général, ou de Guru Rinpoché, ou de sa lignée? Je crois que je dirais que l'histoire est très importante pour nous inspirer et nous donner le sens de l'évolution de la pratique, afin que nous puissions également suivre, émuler cette progression dans notre propre pratique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bouddhisme dépend surtout de la compréhension que l'on peut avoir de ces enseignements à l'époque dans laquelle nous nous trouvons. L'histoire, si l'on parle de Padmasambhava, de Yeshe Tsogyal, ce sont des figures historiques, mais qui peuvent nous aider, qui peuvent nous inspirer. Et cette inspiration, on doit pas la considérer comme quelque chose d'éloigné de soi, mais véritablement d'intégrer cette inspiration dans notre propre vie et de l'utiliser pour avancer. Rinpoché, merci. Thank you. Alors, quelques livres avant de vous quitter. La vie de Yeshe Tsogyal, édité par Padmakara. Le pouvoir de purification du Tantra et l'espace du Tantra sont édités par les éditions Dharma. Et le magazine Dharma vient d'être publié toujours par les éditions Dharma. Alors, c'est la fin de cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver des renseignements sur Khandro Rinpoché sur notre Minitel ou en nous écrivant tout simplement. Vous avez l'adresse qui s'inscrit sur votre écran. C'est le moment de se quitter. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une très belle fin de week-end. Et n'oubliez pas, soyez heureux et donnez de l'amour autour de vous. Vous verrez, c'est que du bonheur. À dimanche prochain.